Bonjour à tous et bienvenue sur France Soir pour cet entretien essentiel pour lequel nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Xavier Lemoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Montfermeil Oui. depuis 2002 en Seine-Saint-Denis et il vous est arrivé une chose étrange, une phrase que vous aviez prononcée lors d'une émission sur LCI fin janvier C'est a ça. ressurgi donc plus de 2 mois après dans l'actualité et vous y appeliez à la désobéissance civile. Donc, comment cet extrait a-t-il ressurgi plusieurs semaines plus tard? C'est un grand mystère puisque lorsque j'ai proposé cela, c'était quelques semaines après que Jean-Frédéric Poisson, de son côté, en ait parlé dans les médias. Je n'ai Sur France 3 notamment. notamment voilà, donc parfait. Et puis voilà, et puis pas de commentaires particuliers. Et puis effectivement, il y a 48 heures, tout d'un coup, je vois mon compte de followers Twitter s'affoler. Je regarde, je débarque et on me dit au service communication, mais voilà ce qui se passe, monsieur le maire. Et je ne sais pas d'où ça sort. Donc c'est le mystère total. Alors, si quelqu'un peut investiguer, c'est toujours intéressant de voir qui a pensé que c'était le bon moment de ressortir une émission. Peu de temps avant, j'avais fait une émission avec Souma Brook sur CNews, avec Sonia Mabrouk, pardon. L'émission s'appelle Souma Brook. Et puis rien, et puis c'était ressorti, mais pas avec cette ampleur-là. Mm. Donc je ne sais pas, voilà, c'est comme ça, et je prends les choses comme elles sont, et de toute manière, je fais attention à ne pas sombrer dans ce que j'appelle l'ivresse médiatique. Je dis ce que je pense devoir dire. Si ça doit porter, ça porte. Si ça ne doit pas porter, c'est pas le moment. Et puis si c'est 2 mois après, c'est 2 mois après. Et de toute manière, ce qui a été dit est dit, et je le maintiens, et je suis capable de l'expliquer. Alors justement, c'est peut-être une question outre les aléas, les mystères de Voilà. l'opinion et des réseaux sociaux, c'est peut-être une question aussi de moment. Peut-être que ça a rencontré un écho moins fort dans la société française en début d'année et que maintenant la lassitude gagne. Vous sentez, ou l'exaspération, vous sentez une évolution là-dessus? Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes à se poser des questions, de plus en plus de personnes à commencer à comprendre qu'il y a un loup dans cette affaire, de plus en plus de voix diverses qui prennent la parole sereinement, tranquillement, mais qui viennent peut-être éveiller les consciences. Et puis, il y a, je le crois, et je le dis à travers les 300 mails qu'en 48 heures j'ai reçus de toute la France, de toutes conditions socio-économiques, professionnelles et autres. Il y a une immense souffrance et en même temps une énergie extrêmement puissante, pas violente, puissante, de dire je ne renonce pas à mon humanité. Si je devais résumer toutes les lettres que je reçois, je ne renonce pas à mon humanité. Ce que nous a fait subir pouvait se comprendre peut-être au début parce que nous étions tous perdus, mais là je commence à comprendre que je perds mon humanité et ça j'y renonce pas. Et ce sont des lettres, c'est pas bravo monsieur le maire et pipi pourra, on les aura, enfin c'est pas ce registre-là, c'est tout à fait, c'est une demi-page, voire une page entière. Voilà, je suis agricultrice, je suis médecin, je suis infirmière, je suis chef d'entreprise, je suis expatrié, je suis retraité, je suis jeune. Très surprenant, voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a dans la société française une prise de conscience qui est en train de se faire, et peut-être que certaines phrases, certains mots peuvent porter davantage et entraîner un effet, un certain effet. Voilà. Le combat n'est pas fini, mais en tout cas, il est commencé. Les mots que vous avez employés étaient assez forts et vous avez manifesté une certaine colère lors de cette Oui. émission, une colère tout à fait civilisée, mais quand même habitée. Vous avez notamment évoqué une obstruction sur la prévention et les soins précoces, qui était l'un des motifs de votre indignation. Est-ce que vous restez sur cette position aujourd'hui? Ah mais c'est non seulement une position, mais je suis capable devant des tribunaux de témoigner de cela, puisque moi-même, en étant maire de Montfermeil, je suis aussi président du conseil de surveillance du plus gros hôpital de la Seine-Saint-Denis. Et donc, dès le mois de février, j'étais en contact avec les médecins de l'hôpital qui voyaient les choses arriver et dans une grande difficulté. Et puis, à force de discussion et de m'intéresser à cela, dès le 20 mars, j'étais informé de ce qu'il existait, de ce qu'un certain nombre de médecins, par tâtonnement, déduction, expérience, etc., pour enrayer la forme grave du Covid.
Et donc, bien sûr que j'ai tout de suite voulu promouvoir ceci au sein de l'hôpital, alors avec beaucoup de discrétion, puisque je ne suis que président du conseil de surveillance, je ne suis pas médecin, mais en même temps d'apporter la connaissance aux médecins, et pour que ce soit eux-mêmes qui jugent, et ils en ont jugé comme ils l'ont souhaité, mais je sais ce qui a été fait, et je sais les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, je sais le nombre de personnes qui étaient Covid, et je sais, hélas, le nombre de personnes qui en sont mortes, mais je sais également toutes celles que l'on a pu garder en vie, alors que dans d'autres établissements, les choses se vivaient différemment. Et puis, je n'ai cessé de progresser. Là, il y a effectivement des dizaines d'heures de discussion avec les médecins et des centaines d'heures de lecture de documents pour vraiment comprendre. Je n'ai pas de formation scientifique, mais je vais pouvoir bientôt faire une VAE, je crois. Mais, vous allez faire concurrence à Emmanuel Macron, qui est le premier épidémiologiste de France. Voilà, c'est ça. Non, mais sérieusement, j'ai énormément travaillé ces questions-là. Et puis, j'ai vu des médecins qui me disaient merci Xavier, je découvre quelque chose, je vais pouvoir le faire. Bon. Et puis je suis monté au plus haut niveau de l'État pour dire mais on ne peut pas se priver de cela. Le plus haut niveau, vous voulez dire au ministère, à la Non. présidence de la République L'Élysée. À l'Élysée, Et directement. au mois de novembre, dans le discours du président de la République, à la 17e minute de son discours, il dit et désormais la médecine de ville devra prendre toute sa place dans la lutte contre le Covid. Et je me suis dit, c'est bien, on n'a pas perdu notre temps, on a réussi à convaincre tranquillement, sereinement. Et ça a été suivi des faits ? Sauf que 10 jours après, le Premier ministre auditionné à l'Assemblée nationale a balayé ça d'un revers de main d'une manière extrêmement dédaigneuse et extrêmement violente à l'encontre de la députée qui lui avait posé la question, et le ministre de la Santé dans une autre circonstance à peu près de la même manière. Et je dis, ok. Jean Castex et Olivier Véran martèlent qu'il n'y a pas de traitement. Voilà. Donc on voit bien qu'au plus haut niveau de l'État, il y a une lutte entre ceux qui voudraient confiner, ceux qui voudraient déconfiner, ceux qui pensent qu'il y a effectivement sur la prévention et sur le soin précoce des choses non seulement à dire, mais à faire. Le ministre de la Santé, dans une de ses dernières interventions de campagne de... Conférence de presse, pardonnez-moi, a dit oui, il sera peut-être bon maintenant que les médecins de ville puissent administrer notamment des antibiotiques. Donc il a libéré, j'ai salué la chose, c'est une parole libératrice vis-à-vis de médecins qui savent qu'ils peuvent le faire, mais qui, par les messages de l'ARS, de la HAS, du Conseil de l'Ordre ou de l'Académie de ceci ou de cela, se sentent extrêmement bridés dans leur liberté de prescrire. Certains médecins étaient même poursuivis il y a un an. On est d'accord. J'en connais un certain nombre. Bien. Donc j'ai des témoignages très précis de la manière dont les choses ont été faites à leur encontre. Donc je me dis, voilà une parole libératrice. Bon, je pense qu'il faut aller plus loin et que tout ce que nous avons subi depuis un an, si dans les premiers mois cela se justifiait, ça ne se justifie plus. Voilà. Donc on a raté, on n'a pas voulu la prévention, on n'a pas voulu les soins précoces. On est dans un état économique, social, familial, personnel qui est plus que préoccupant et en conscience. On va dire, mais monsieur le maire, vous êtes maire, occupez-vous de vos affaires de votre ville et bon. Oui, sauf que ça ne sert à rien de vouloir maintenir la vie sur une ville si on voit qu'on est passé à côté de choses fondamentales et que c'est tout le pays qui s'écroule et qu'aujourd'hui, regardons qu'on a mis 40 ans à s'endetter de 1 000 milliards d'euros et en l'espace d'un an, on en a rajouté 400. Alors, il fallait... Et c'est pas fini. Et c'est sans doute pas fini. Il fallait faire des efforts dans ce sens-là, mais ces efforts-là ne pourront pas être faits à l'infini, puisqu'il y a une limite, on va dire, physique des choses. Et donc, reprenons un peu de bon sens. Et donc, cette désobéissance civile, 1, c'est en conscience. 2, c'est avec une proposition, et ce n'est pas dans une contestation, donc c'est pour construire quelque chose, mais en même temps, cette construction, elle devient impérieuse. Et donc, cette désobéissance, c'est grave, mais ça montre que ce n'est pas juste pour dire ce serait bien éventuellement qu'on pense c'est que maintenant, il est vital que vous penchiez sérieusement sur ces deux choses que vous avez occultées pendant un an, qui vous ont fait prendre des décisions qui sont destructrices de notre société, destructrices de notre humanité, parce que là, les enjeux sont trop forts. Voilà. Donc, outre ce volet de prévention et soins précoces, vous avez évoqué des mesures disproportionnées en matière de réduction des libertés. Et une fois qu'on a entendu cet appel que vous faites à la désobéissance civile, que fait-on ? Comment la mettons en pratique pour ceux qui y adhèrent ? Alors d'abord, on peut peut-être commencer par repérer ce qui est disproportionné. Est-ce que porter un masque en milieu confiné, même s'il y a des débats scientifiques tout à fait intéressants sur la pertinence des masques, doit être la première mesure à contester ?
Sans doute pas. Laissons ceci de côté. Vous précisez en milieu confiné, donc ça ne s'applique pas au milieu extérieur, par exemple. Maintenant, est-ce que sur le trottoir, en faisant la queue chez le boulanger, allez, je ne veux pas polémiquer, seul dans la rue, seul en forêt, à la plage, en montagne, et quand on voit les moyens qui ont été mis en termes de force de l'ordre et de contrôle, etc., là, on est dans la disproportion. Là, on est dans l'humiliation. Là, on est dans une forme d'asservissement et puis d'exercice malsain, où il y a une base qui peut avoir un fondement scientifique, médical, et puis des excroissances qui n'ont plus rien à voir et qui distordent la dignité humaine. Voilà. On peut prendre ça. L'histoire des 10, 20, 30 kilomètres. Enfin, très honnêtement, si je veux me promener dans la voiture avec mon épouse et puis aller me changer d'air parce qu'on n'en peut plus là où on est, parce qu'on vit dans un petit appartement ou autre, qu'on fasse 10, 20, 30 ou 40 kilomètres, c'est quoi là? C'est quoi ça rime à quoi? Où est le sens? Quelle est la compréhension et quelle obéissance ça peut susciter? Ça ne peut susciter qu'une seule chose, la soumission par la peur, mais pas l'obéissance par la compréhension et l'acceptation de la mesure. Donc tout est comme ça, tout est à réviser. Mais vous savez ce qu'on va vous répondre, il faut bien fixer une règle, et du coup, toute règle a ses imperfections. Oui, enfin là on les cumule, et je dirais, alors, lisez les circulaires que l'on peut recevoir, nous, quasiment 2 fois par jour, de tout ce qui est permis, pas permis, enfin, les commerces essentiels, non essentiels. À l'intérieur d'une grande surface, vous avez des rayons qui sont accessibles, des rayons qui ne sont pas accessibles. Enfin, très honnêtement, c'est sérieux? Ça n'est plus sérieux. Et donc, on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut se cacher derrière. J'en fais pas forcément l'accusation aux personnes qui ont rédigé la circulaire, mais quelque part, il y a un esprit tordu. Bien. Et les dégâts économiques, sociaux, familiaux et personnels sont tels qu'à un moment donné, il faut en sortir. Donc tout ça, on a le droit de gentiment, mais fermement, de le remettre en question et d'être au bon niveau des mesures qu'il faut prendre. Je suis pas en train de dire que c'est intéressant d'attraper le Covid. Deuxièmement, je voudrais que les Français, que l'ensemble de la population, se réapproprient leur corps, se réapproprient leur santé et considèrent que leur médecin est à leur service et que leur médecin n'est pas à devoir mettre en œuvre des directives qui proviennent d'en haut en les privant de leur capacité d'expertise de l'état de santé de la personne et de ce qui lui conviendrait en termes de médication. Tout simplement la liberté de prescrire comme elle a existé jusqu'à ce que le Covid arrive. Mais ça aussi, il faut, soit vous êtes dans la peur, et donc à ce moment-là, vous êtes dans la soumission, soit vous dites, docteur, écoutez, je sais que ça existe, il y a suffisamment de médecins hospitaliers libéraux qui l'ont mis en place en France, et moi je vous demande, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voilà. Donc je pense, et quand je dis désobéissance civile, c'est pas seul un bonhomme qui peut faire une désobéissance civile, c'est une multitude de citoyens tranquillement, sereinement, parce qu'ils ont réfléchi, et qui discernent ce qui convient d'être respecté et ce qui est totalement abusif, et on reprend progressivement nos droits. C'est aussi simple que ça, en tout cas au micro, mais c'est quand même vers cela qu'il faut tendre, autrement on sera de plus en plus sur un régime de restriction et de soumission. Donc ça s'apparente plus à un appel à l'objection de conscience qu'à la sédition ou à la... Alors, d'abord, la désobéissance civile n'a rien à voir avec la sédition ou l'insurrection, etc. C'est bien de le préciser. Absolument, et je le précise, et je le redis, bien évidemment. Ça n'a rien à voir avec toute forme de violence, ça ne peut pas être violent. D'accord. Voilà. Vous avez mentionné un loup, vous avez mentionné ce qui se cache derrière, etc. Est-ce que, pour vous, il y a des explications secrètes ou inconnues à tout ce que vous jugez excessif, ou bien est-ce que c'est le simple fruit d'une bureaucratie envahissante, d'une pulsion de contrôle du pouvoir, de facteurs somme toute très humains? La question est excellente parce que je côtoie, de par mes fonctions de maire et d'autres responsabilités politiques que je peux avoir, la haute fonction publique qui est en charge de ces mesures, de leur conception et de leur application. Et je peux avoir des discussions, on va dire, d'homme à homme, et je trouve des personnes extrêmement sympathiques, dénuées, je dirais, de toute perversité, et qui sont dans l'application méthodique de ce qu'ils sont habitués à dérouler, c'est-à-dire des procédures, des organisations, etc. Et qui, voilà. Et
n'ont pas forcément la curiosité peut-être de regarder, mais à la limite, on ne leur a pas demandé, ils ne sont pas payés pour ça, et voilà. Mais je vois le dégât. Et donc, je n'impute pas les dégâts économiques, sociaux, familiaux et personnels à ces personnes-là, parce qu'il y a une forme chez eux d'innocence. Mais pour autant, le résultat auquel on parvient est désastreux. Voilà. Et donc, c'est le mystère du mal. C'est Hannah Arendt et Jérusalem. Oui, c'est le mystère du mal, et comment chacun, avec une parfaite bonne conscience et sans idée préconçue, peut, à son niveau, chacun y participer. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est, OK, mais essayons de remettre un peu de perspective. Quand je suis en réunion de direction générale, je reçois la circulaire du préfet, mon directeur général des services me dit, voilà, monsieur le maire, il y a ça, ça et ça. OK. Maintenant, on prend un peu de recul. Ça, est-ce que ça contribue réellement? Oui, non. Quels sont les effets secondaires? Du style, couvre-feu à 18h. Parfait. On ferme toutes les installations sportives. Parfait. Les gamins après l'école, plus de sport. Parfait. Il y a encore un peu de testostérone chez eux. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve en train de se bagarrer dans les bois avec la ville d'à côté. Et l'autre jour, c'est un gamin qui est parti en hélicoptère en urgence absolue sur un hôpital parisien. Donc, je dis, écoutez, là, les stades, vous me les laissez ouverts jusqu'à 20h. Vous mettez des animateurs sportifs et on accueille les jeunes. Je passe un coup de fil au commissaire, je passe un coup de fil à mon sous-préfet, je ne fais rien en cachette. Je lui dis, voilà, il y a deux solutions. Soit on continue à courir après les gamins qui se mettent dessus, soit on essaie de les occuper le plus possible. Ils rentrent chez eux, ils prennent une douche, ils dorment et terminé. Et les choses se régulent. Bon. Vous avez obtenu satisfaction? J'ai informé de ce que je faisais. Je n'ai pas demandé une bénédiction, j'ai informé. Vous avez employé la tactique du fait accompli Je ne sais pas si c'est le fait accompli, c'est, me semble-t-il, le bon sens. Et personne n'est venu me dire, monsieur le maire, je vous rappelle que. Parce que, bon, donc, reprenons le recul nécessaire, reprenons l'intelligence et le bon sens, et regardons si, dans les effets bénéfiques vis-à-vis de la crise sanitaire, il y a des conséquences annexes qui sont déplorables. Bien à ce moment-là, on essaye de les atténuer, puisque je dirais, on ne va plus mourir du virus, mais on va mourir de tout le reste, qu'on aura nous-mêmes organisé. Donc remettons un petit peu d'intelligence, de perspective et d'objectivité dans cette affaire. Voilà. Et ça, si tous les maires le faisaient, je pense que ça aiderait nos populations à vivre. Ça aiderait peut-être les pouvoirs publics à laisser, je dirais, cette intelligence de la situation que l'on n'a plus, et qui devient assez terrifiante, puisque je dirais, là, il y a une espèce d'unanimisme bon, mes collègues maires avec qui j'essaye de sensibiliser sont très légalistes. Je ne dis pas que je ne le suis pas, mais je remets ce légalisme dans une compréhension globale de ce vers quoi on va. Et très honnêtement, ce pays est en train de s'effondrer. Enfin, doublement du suicide des jeunes, des enfants en Seine-Saint-Denis. Bon, c'est pas neutre. On a, je dirais, les aides psychologiques, mais parce qu'effectivement, la population s'est ruée chez les psychiatres, les psychologues ou sur les médicaments, et c'est une réalité, et on les voit. Le manque d'activité sportive pour les personnes, mais toutes les personnes. Pour les personnes âgées, c'est le syndrome de glissement, et donc on est en train de les perdre tranquillement par l'inactivité dans laquelle on les a confinés. Pour les jeunes, j'en ai parlé, etc. Et pour des gens comme vous et moi, eh c'est tout simplement le système immunitaire qui s'amenuise, et donc qui vous rend encore plus vulnérable au virus dont on vous prétend vous défendre, en vous disant il ne faut pas faire de sport à partir de tel. De grâce, arrêtons, c'est un carnage. Vous avez largement évoqué votre expérience locale de terrain, du coup, à la fois sur vos fonctions à l'hôpital, le bon sens que vous avez tenté de mettre en pratique. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué en tant que maire de Montfermeil depuis 1 an, notamment sur le côté spécifique à la Seine-Saint-Denis et à votre ville, parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés plus prégnante de la façon dont a été vécu le confinement? D'abord, les conditions de vie sont plus dures. Il y a une suroccupation dans les logements parce que les familles sont plutôt nombreuses, ce qui est plutôt sympathique en soi. Les salariés qui peuvent bénéficier du télétravail sont assez rares puisque c'est plutôt des professions manuelles de service, de présence. Voilà, un chauffeur de bus, ça ne se remplace pas ni de train, ni une infirmière, ni quelqu'un qui conduit des camions ou qui une surreprésentation de métiers essentiels.
Dit essentiels. Dits essentiels, ou en tout cas qui font tourner l'économie, qui ne sont pas en tout cas télétravaillables. Troisième élément, il se trouve qu'au regard des populations que nous avons, il y a un certain nombre de pathologies comme l'obésité, le diabète, qui sont très récurrentes ou très, très prévalentes chez certaines de ces populations-là. Voilà. Et donc, c'est le profil type, je dirais, des personnes vulnérables et qui, s'ils développent le Covid, le font de manière grave et avec des dangers, enfin, possibilité d'en mourir. Donc, tout ça cumulé a fait qu'à certains moments, le département de la Seine-Saint-Denis a été très, très, très éprouvé. Quant au confinement sur son respect, il a été respecté dans l'esprit. L'était-il dans la lettre? Mais peu importe, moi ce que j'ai regardé sur ma ville et ce que j'ai demandé à ma police municipale et indiqué, j'ai aucun ordre à donner au commissaire, il y a l'esprit et la lettre. Donc si c'est pour se taper dessus à la maison et le lendemain recueillir une plainte pour violence conjugale ou intrafamiliale, alors qu'en laissant sortir les plus jeunes à un moment ou à un autre, c'est pas forcément dans les horaires et pas forcément dans les conditions qui sont prévues dans la circulaire, mais ça permet à tout le monde de se poser et d'éviter ces violences intrafamiliales. Donc, pareil. Donc, la personne qui ostensiblement viendrait braver les règles, là, je dis, on sanctionne. Parce que là, on brave. Mais à un moment donné, quand vous êtes 8 dans un appartement, bon, ok, qu'il y ait une partie de la famille qui aille dans les parkings, qui aille dans les halls d'escalier, qui aille sur le trottoir en face. Ou au stade. Au stade, c'est pas la bonne heure. Ok, très bien. Mais si je peux éviter des violences intrafamiliales, je n'aurais pas entièrement perdu mon temps. Là aussi, dans le respect minimum des choses, en souplesse. Donc en toute chose, il y a l'esprit et la lettre. Pour finir, j'aimerais bien qu'on évoque la culture à laquelle vous êtes très attaché comme clé de voûte civilisationnelle. Le monde de la culture est toujours d'ailleurs pour l'essentiel en grande souffrance avec des mesures qu'ils ont du mal à comprendre, un manque de visibilité, etc. Est-ce que en tant que maire, vous êtes toujours en pointe sur ce combat, notamment sur le plan de l'éducation? Alors, merci d'aborder cette question-là. Et j'aurais dû, tout à l'heure, en réponse à vos questions, indiquer que le fait d'avoir interdit toute pratique culturelle, quelle qu'elle soit, pour toute la population française, et je dirais, n'a pas de sens. Ou alors, c'est nier une dimension humaine, mais qui fonde notre dignité, notre être de relation. Et la culture, vous l'avez dit, pour moi, c'est la clé de voûte. Un maire, il fait 40 métiers différents. Je tiens la culture comme la clé de voûte des 40 politiques que nous menons. C'est la culture qui donne le sens, qui donne la pérennité, qui donne la solidité et qui permet la cohésion sociale. J'ai 40 nationalités différentes. J'essaye à travers la culture de faire qu'on puisse se retrouver sur ce que toute humanité a toujours produit, c'est-à-dire une culture qui rassemble et qui fédère et qui est le signe de reconnaissance et de participation à une vie commune. Bon, eh bien, nos principales activités sont extrêmement handicapées. Ça, c'est dur. Néanmoins, je les prépare. Je donne des dates. Quand les dates ne peuvent pas être respectées, je redonne une date. Mais on travaille, on se voit, on coud. J'ai un son lumière, j'ai un défilé de mode, etc. Donc on prépare les costumes, on fait les répétitions si on peut, ou alors on fait les tutos numériques et puis chacun répète, puis on verra ce que ça donne après, etc. Donc je maintiens le plus possible la dynamique. Et puis on a des petites programmations extrêmement légères. Si on peut faire ça en intérieur, on fait en intérieur. Si on n'a pas le droit, c'est pas grave. Donc on met les gamins dehors dans le parc et on le fait en extérieur. Mais on a donné la représentation, tout le monde est content, etc. Donc on est extrêmement souple et adaptatif. Et on a des artistes qui sont plutôt sympas pour ça, pour continuer. Et ça, j'y tiens, j'y veille. J'ai maintenu tout le temps les bibliothèques ouvertes, tout le temps. On s'est organisé parce que voilà, je veux que nous puissions continuer à vivre cette dimension humaine qui est essentielle. Ou alors, si on est juste des consommateurs et juste, je dirais, des fabricants, enfin, je ne sais même pas le terme qu'on pourrait prendre, mais que tout... Producteurs, voilà, juste des consommateurs et juste des producteurs, qu'on est respecté, ou en tout cas qu'on a une possibilité d'agir uniquement dans ces deux sphères, et que toutes les autres sphères, y compris la sphère spirituelle, et pour tous les cultes, et la sphère culturelle, sont, elles, totalement brimées, c'est une amputation de notre dignité.
Et ça, je pense qu'un élu ne veut pas rester indifférent à cela. Et je souhaiterais que davantage d'élus se saisissent de ça et disent, écoutez, ça suffit, laissez-nous être à nouveau hommes et femmes. Un dernier mot, vous parlez en termes graves de la dignité qu'on nous a ôtée, de l'humanité dont on est privé, d'un pays qui s'effondre. Oui. Ce sont des mots lourds de sens. Est-ce que malgré ce constat douloureux, difficile à affronter, vous gardez une certaine espérance ? Alors, oui. Une espérance banlieue, pour faire allusion à l'école qui avait été accueillie à Montfermeil. Tout à fait. Oui, et ce qui m'a énormément réconforté, ce sont ces 300 courriers dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont d'une grande souffrance, mais d'une grande détermination et d'une grande espérance à pouvoir sortir de là et à continuer à construire l'humanité. Il n'y a pas de défaitisme, il n'y a pas de colère, souffrance, mais on sent que ce sont des gens qui sont tendus pour sauver ce qui doit être sauvé de notre dignité, qui l'ont en réserve et qui la portent à bout de bras. Et je dis, bon, ok, il y a ce qu'on voit, et puis il y a des très, très, très belles choses qui existent encore en France, très fortes, et voilà, je vis dans l'espérance grâce à ça. C'est sur ces mots que nous terminons donc cet entretien essentiel. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur France Soir. Nous continuerons de relayer la souffrance des Français et leur espérance. Merci Xavier Lemoine. Merci à vous. De nous avoir accordé cet entretien. À bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.